Bonjour à tous. Et si on imaginait une économie qui ne chercherait pas la croissance à tout prix? Une économie dont le but serait tout simplement le bien-être de tous, mais à l'intérieur des limites de notre planète. Eh bien, c'est exactement la promesse de ce qu'on appelle l'économie du donut. C'est un modèle assez radical pour le 21e siècle, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre pourquoi ce modèle est si pertinent aujourd'hui, il faut d'abord qu'on regarde le problème de fond. Le problème que le donut, justement, essaie de résoudre. Parce que, soyons honnêtes, depuis des décennies, notre boussole économique a l'air un peu bloquée. Elle nous pointe obstinément dans une seule et unique direction. La question qu'on doit se poser, c'est et si cette direction n'était tout simplement pas la bonne? Et si cet objectif quasi sacré qu'on nous présente depuis toujours, la croissance économique infinie, était en réalité une impasse? C'est une question fondamentale, oui, et elle vient vraiment ébranler l'un des plus grands piliers de l'économie moderne. Pensez-y. La plupart des cours d'économie, des manuels, commencent avec la même idée de base. Nos désirs, à nous les humains, sont infinis. Mais les ressources de la planète, elles, sont limitées. C'est une idée toute simple en apparence, mais elle a complètement façonné notre monde. Elle nous a poussés vers un objectif unique, presque obsessionnel, la croissance. Toujours plus de croissance pour essayer de combler cet écart. Et c'est là que le donut nous propose un changement de perspective. Mais alors, un changement radical. Fini ce modèle d'une économie qui flotterait comme en dehors de la nature, la voyant juste comme un stock de ressources à exploiter. Non, on passe à une vision où l'économie est intégrée, elle est au service de la société qui elle-même est nichée au cœur du monde vivant. Tout est lié, tout est interconnecté. Bon, alors face à ce constat, quelle est l'alternative concrète? C'est là qu'intervient l'économiste Kate Roth avec justement cette nouvelle boussole pour notre siècle, le fameux donut. L'idée de base est en fait d'une simplicité désarmante. Il s'agit de quoi? De répondre aux besoins essentiels de chaque être humain tout en s'assurant de ne jamais dépasser les limites écologiques de notre planète. L'objectif final, c'est de créer un monde où l'humanité et la nature puissent enfin s'épanouir ensemble. Et voilà, ce visuel illustre parfaitement l'idée. Vous voyez l'anneau intérieur? Ça, c'est le plancher social. C'est la base. Personne ne devrait vivre sans accès à l'eau, à la nourriture, à un logement, à l'éducation. Et puis, vous avez l'anneau extérieur. Ça, c'est le plafond écologique. Ce sont les limites de la planète qu'on ne doit absolument pas dépasser. Le climat, la biodiversité, etc. Et entre les deux, eh bien c'est ça le donut. C'est l'espace sûr et juste pour l'humanité. Alors, pour arriver à vivre dans ce fameux donut, Kate Raworth propose 7 grands changements de mentalité, 7 manières de penser différemment. Par exemple, il faut changer de but, arrêter de viser la croissance du PIB et viser plutôt le bien-être. Il faut aussi repenser la manière dont on distribue la valeur et passer d'une économie qui détruit la nature à une économie qui, au contraire, la régénère. Maintenant, on va aborder un point qui est vraiment au cœur du réacteur, si je puis dire. Ce modèle, pour qu'il tienne debout, il repose sur une vision complètement différente de l'être humain et de notre capacité à gérer ce qu'on a en commun. C'est vraiment un point crucial. Le premier pilier, c'est de déconstruire un mythe qu'a la vie dure, celui de l'homo economicus. Vous savez, ce personnage de la théorie économique classique, l'individu parfaitement rationnel, supercalculateur et surtout obsédé par son propre intérêt. Tout le modèle économique traditionnel est bâti sur lui. Sauf que la réalité, ce que les sciences sociales nous montrent, c'est une toute autre image. En vrai, nous sommes des êtres sociaux, adaptables et oui, profondément coopératifs. Ce mythe de l'égoïsme, il vient en fait d'études qui ont été menées sur un profil très particulier, qu'on surnomme WORLD en anglais. C'est un acronyme pour Western Educated, Industrialized, Rich and Democratic. Bref, un échantillon qui est loin, très loin d'être représentatif de toute l'humanité. Dans les faits, on fonctionne beaucoup plus sur un principe qu'on appelle la réciprocité forte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une tendance naturelle à coopérer avec les autres, mais aussi à vouloir punir ceux qui ne respectent pas les règles du groupe, même si ça nous coûte quelque chose personnellement. Et ça, pour l'organisation d'une société, c'est une force absolument énorme. Et attention, ce n'est pas juste une belle théorie utopique, loin de là. La lauréate du prix Nobel d'économie, Elinor Ostrom, elle a passé toute sa carrière à ça, à documenter des cas concrets, partout dans le monde. Des innombrables exemples de communautés qui arrivent à gérer parfaitement leurs ressources partagées, ce qu'on appelle les communs. Vous savez, on entend souvent parler de la tragédie des communs, cette idée que si une ressource appartient à tout le monde, elle finit par être détruite. Eh bien, Elinor Ostrom a montré que c'était faux. Elle a prouvé que des communautés peuvent très bien s'auto-organiser. Comment? En s'appuyant sur des principes assez simples. Des règles claires, acceptées par tout le monde, une surveillance pour vérifier que le jeu est respecté et des sanctions progressives si quelqu'un dérape. Bon, tout ça, sur le papier, ça a l'air formidable. Mais qu'est-ce qui se passe quand ce beau modèle du donut se frotte à la réalité du terrain? C'est là, évidemment, que les choses se corsent un peu. Le premier défi, et il est de taille, c'est l'ampleur du changement nécessaire.
Un chiffre pour illustrer ça, aujourd'hui, seulement 7,2% de l'économie mondiale est dite circulaire, c'est-à-dire qu'on réutilise les matériaux. C'est très, très peu. On est encore massivement prisonnier d'un système linéaire, extraire, fabriquer, consommer et jeter. Pour rendre ça très concret, prenons un cas d'étude, celui de la petite ville de Tomelilla, en Suède. Ils ont essayé d'appliquer les principes du donut pour un projet de construction d'une nouvelle école, et ça illustre parfaitement les tensions qui peuvent émerger. Première étape, on a demandé aux élèves ce qu'ils voulaient, et la réponse a été assez claire. Une majorité, 59%, a dit qu'ils avaient besoin d'une nouvelle école. On est en plein dans le mille du plancher social, là. Le droit à une bonne éducation dans de bonnes conditions. Et c'est là que ça coince, parce que ce besoin social, il entre en collision frontale avec le plafond écologique. Construire un bâtiment neuf, ça a un impact carbone énorme. En Suède, le secteur de la construction, c'est 21% des émissions totales. Alors on fait quoi? On choisit le bien-être des élèves ou la protection de la planète? Et ce cas de Tomelilla y met vraiment le doigt sur tous les autres obstacles du monde réel. La difficulté, déjà, de traduire un grand modèle global à l'échelle d'un petit projet local, le risque toujours présent de greenwashing où l'écologie devient juste un slogan marketing, et puis il y a la politique, les conflits d'intérêts et des barrières très terre-à-terre, comme le fait qu'il n'y avait quasiment pas de marché pour les matériaux de construction de seconde main. Alors, face à tous ces obstacles, qui sont immenses, il faut bien le dire, est-ce qu'on doit juste abandonner l'idée du donut, la jeter à la poubelle, ou est-ce que sa vraie valeur, elle est peut-être ailleurs? Finalement, la plus grande force du donut, ce n'est peut-être pas de nous donner un plan parfait, une carte détaillée avec toutes les routes tracées. C'est plutôt de nous offrir une boussole. Dans le monde incertain qui est le nôtre, ce modèle ne prétend pas avoir toutes les réponses, loin de là. Mais il a cet immense mérite de nous forcer à poser les bonnes questions et de nous montrer une direction, un cap, celui d'un avenir où l'humanité et la planète pourraient enfin prospérer ensemble. Aujourd'hui, la vraie question, ce n'est plus de savoir si on doit changer de direction. La vraie question, c'est comment on va s'y prendre.